Re-bienvenue à toutes, je dirais à toutes et à toutes, hein, puisque pour l'instant, nous sommes exclusivement entre femmes, de ce que j'aperçois. Je vous partage le fait que ce projet de webinaire qui est là pour vous présenter donc, un outil qui a été construit par WCF France avec le soutien de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. C'est quand même un travail partenarial donc, entre notre organisation WCF, l'ARS Nouvelle-Aquitaine et puis également la Mutualité française qui est représentée ce soir par Adeline David et qui présentera aussi le travail de la Mutualité autour de la santé environnementale. Et puis, à l'issue de ces petites présentations, bien, Olga Diarté, qui est donc notre référente santé-environnement en Nouvelle-Aquitaine, vous présentera l'outil que nous tenions à vous montrer en détail et puis qu'on espère que vous pourrez vous procurer par la suite pour cette soirée. Recueillir également vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis, on fera de notre mieux pour vous répondre. Donc, je vais vous présenter très brièvement l'association WCF pour que vous sachiez un peu de qui il s'agit, mais vous pourrez bien entendu aller découvrir toutes nos actions et nos différents chantiers dans le domaine du développement durable et de la santé environnementale sur notre site internet. Donc, je vais essayer peut-être de vous partager une petite présentation. Voilà. Donc, l'association WCF donc, est une ONG internationale qui est née en 1994 à l'issue du sommet pour la terre de Rio, qui avait lieu en 1992, avec vraiment la vocation de porter la voix des femmes dans le développement durable et les politiques environnementales à l'échelon global et aussi à l'échelon local. Donc là, vous voyez, les petites bulles sont un peu toutes les thématiques qui sont traitées en fait, dans cette association qui a plusieurs bureaux, dont un bureau en France depuis 2008. Et donc, depuis 2008, on s'est particulièrement appesanti sur la question de la santé environnement qui résonnait assez fortement au niveau régional en Auvergne-Rhône-Alpes, donc là où nous sommes installés au niveau du siège français. Et nous avons donc développé différentes missions. Je pousse mes fenêtres pour voir ce que je dis, c'est pas évident. Voilà, avec donc différentes missions que vous pouvez voir à l'écran. Donc, le fait d'influencer les pouvoirs publics, donc ça, c'est la dimension plaidoyer qui va être portée par l'association au niveau des politiques, des réglementations. Et puis, tous les autres volets, en fait, on essaye de les développer et on a particulièrement axé notre action sur la formation des professionnels de la santé et de la petite enfance, dont vous faites partie. Donc, la sensibilisation du grand public, elle passe souvent par la création de supports pédagogiques, de supports d'information, sur lesquels on essaye de vraiment donner quelque chose de très lisible, de plus synthétique possible. Et puis aussi sous forme d'ateliers interactifs qui s'appellent les ateliers de nesting Ma Maison Ma Santé. Peut-être que certaines d'entre vous les connaissent ou les connaîtront bientôt. Et puis donc deux autres axes qui sont la coordination et le soutien de projets collectifs souvent portés par des femmes et qui s'inscrivent dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. La facilitation concerne aussi à la fois les institutions, donc les collectivités, mais aussi des institutions importantes comme les agences de santé, et puis parfois aussi des entreprises qui souhaitent s'orienter vers une meilleure prise en compte du développement durable, du changement climatique, des droits humains, du genre, enfin, toutes sortes de thématiques qui nous occupent au quotidien dans cette association. Voilà, je ne vais pas faire trop long. On s'appuie sur notre expérience en fait en santé environnementale. Hein. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a vraiment conceptualisé cette vision de la santé.
Mais nous, on Demande à a papa, je peux. développé pas mal de compétences là-dessus, sur le terrain et au niveau politique et plaidoyer au niveau réglementaire. Donc, je ne vais pas faire trop long, je vais plutôt passer la parole à Adeline, David, pour présenter la mutualité et qu'on puisse embrayer tout de suite sur le sujet qui vous intéresse, c'est-à-dire la pochette santé environnement à l'attention des assistants maternels et la présentation par Olga. Donc, peut-être que je vais arrêter le partage et proposer à Adeline de prendre la parole. Merci Émilie. Bonsoir à toutes. Donc rapidement, je suis Adeline David, je travaille à la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine en tant que chargée de prévention et de promotion de la santé. Je vous remercie bien évidemment Émilie, toute l'équipe de WECF pour l'organisation de ce webinaire et pour l'invitation. En quelques mots, pour vous présenter la Mutualité française, on est un organisme privé à but non lucratif. On a une vocation de rassembler et d'animer la vie des mutuelles dans la région Nouvelle-Aquitaine, donc d'avoir aussi un travail de plaidoyer sur le sujet de la santé. Et puis, on est un service de prévention, de promotion de la santé. Donc, on porte des actions sur différentes thématiques et auprès de publics divers et variés, mais notamment ce qui nous intéresse ce soir, c'est la santé-environnement. Donc, on travaille depuis plusieurs années sur cette thématique aux côtés de l'Agence régionale de santé pour notamment développer des actions que vous connaissez peut-être en les ayant suivies spécifiquement à votre destination, les théâtres, les parenthèses que l'on a commencé à déployer déjà depuis 2019 sur la région, mais aussi des ateliers Ma Maison, Mon Environnement Santé en direction des publics de professionnels de la petite enfance et aussi des futurs et jeunes parents. Donc en 2022, on reviendra sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, dans les départements, avec une programmation que l'on a l'habitude de relayer avec les relais petite enfance, avec les CAF, les services de PMI. Donc voilà, soyez en alerte. On reviendra rapidement vers vous avec des sujets d'actualité sur la santé-environnement et de nouvelles actions. Et je passe la parole à Olga. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à toutes. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, bonsoir à toutes. Je ne sais pas si le monsieur qui s'est inscrit est arrivé, mais voilà, nous sommes donc essentiellement des femmes ce soir. Donc, je suis ravie de vous retrouver donc ce soir et de l'intérêt que vous portez à cet outil que l'on a déjà présenté le 16 décembre. Et ce soir, vous êtes plus d'une centaine, à ce que je vois. Donc, merci de nous rejoindre après certainement une journée chargée. Donc, effectivement, je me présente, je suis Olga Diarté, je suis la référente santé-environnement de l'ONG WECF. Je suis basée à une cinquantaine de kilomètres de Bayonne, donc un peu à l'intérieur du Pays Basque. Et donc, ce soir, nous sommes ensemble normalement jusqu'à 8h30, pour vous présenter donc, la pochette des assistantes qui vous est destinée, des assistantes maternelles. Environ donc une vingtaine de minutes pour quelques éléments essentiels de sensibilisation à la santé environnementale, mais surtout vous donner envie de lire cette pochette et de vous l'approprier. Et ensuite, il y aura donc peut-être une vingtaine de minutes consacrées aux questions et aux réponses. Alors, ça commence. Des fois, j'ai un bug, puisque là, voilà, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas toujours. Alors, pourquoi cette pochette ? Bon, comme vous l'a un petit peu indiqué Émilie, mais également Adeline, donc l'ARS Nouvelle-Aquitaine a démarré en 2016 une stratégie de prévention et de promotion à la santé environnementale à destination des femmes enceintes, mais également à la petite enfance, pour vraiment limiter les expositions à des substances, toutes les substances préoccupantes qu'on va retrouver dans notre environnement intérieur, des enfants de moins de 6 ans. Donc dès l'âge fœtal, mais également pour informer, sensibiliser et promouvoir des bons gestes via effectivement des outils, et notamment celui-là. Et dernier volet de cette stratégie qui s'est vraiment énormément développée en Nouvelle-Aquitaine, mais maintenant un petit peu ailleurs aussi en France, accompagner les professionnels de la petite enfance que vous êtes.
Alors, pourquoi avoir choisi effectivement les assistantes maternelles? Parce que vous êtes le premier mode de garde qui est vraiment plébiscité par les parents, puisque vous accueillez pas moins de 30% des enfants de moins de 3 ans à votre domicile. Deuxièmement, parce que vous avez un rôle essentiel à jouer, autant dans la réduction des expositions environnementales à votre domicile, c'est ce que nous allons voir tout de suite après, et qui va être bien détaillé dans cette pochette, mais également auprès des parents, parce que vous êtes vraiment des professionnels relais pour passer certains messages. Donc cet outil, en tous les cas, nous l'espérons, va vous permettre de monter en compétence, car la santé environnementale, elle n'apparaît encore que très, très timidement dans vos cursus de formation initiale. Et donc, comme je vous le disais, vous allez être peut-être, grâce à cet outil, le relais auprès des parents pour leur transmettre des bonnes pratiques pour toutes ces expositions que nous avons rassemblées dans cette pochette. Alors, comment est né cet outil? Nous avons mené une action pilote avec 2 groupes d'assistantes maternelles dans les départements des Landes et du Pays Basque. Ça fait déjà quelques mois, et c'était en avril 2019. C'est vrai que la crise sanitaire est passée par là. Ça permettait, en fait, cette action pilote, d'initier une prévention active sur le terrain afin de diffuser des messages de prévention, mais aussi d'aider au changement de pratique, tant pour les professionnels que vous êtes, que bien sûr que pour les parents, par votre intermédiaire. Alors, pour cela, on s'est appuyé sur les ateliers thématiques Ma maison, ma santé de WCF France. Il y a 5 ateliers sur 5 thèmes essentiels. Les produits d'entretien, avec effectivement toute la problématique de la pollution de l'air intérieur, quand on fait un mauvais usage de tous ces produits. L'alimentation, mais plus essentiellement les contenants, les jouets et les textiles, les cosmétiques, et la décoration, c'est-à-dire quand on fait quelques menus travaux à la maison d'amélioration, que ce soit les peintures ou les revêtements de sol, par exemple. Et nous nous sommes appuyés sur les fiches pratiques santé-environnement de WCF qui existaient déjà. Et donc, celles-ci, vous en voyez quelques-unes ici. Lorsque j'ai commencé ce projet pilote, on s'est rendu compte qu'effectivement, ces fiches, celles qui existaient déjà, étaient vraiment, semblaient adaptées en tous les cas à la pratique des assistantes maternelles qui participaient à ce projet pilote. Donc, toutes ces fiches que vous avez ici, que vous aurez dans votre pochette, sont téléchargeables sur le site de WCF France. Alors, votre pochette professionnelle, elle se propose de cette façon pour celles qui ont eu la chance de la récupérer, donc d'avoir une pochette papier. Vous avez un livret spécifique, donc livret d'assistante maternelle, et puis vous avez donc ici 13 fiches à l'intérieur qui sont pardon, excusez-moi, j'ai un petit souci pour faire dérouler mes... Voilà. Donc, à l'intérieur, vous avez 13 fiches sur les 5 thèmes. Les articles de puériculture, les contenants et les aliments, les cosmétiques, les produits ménagers, le nettoyage et la désinfection, le bricolage, la décoration, la rénovation et la qualité de l'air intérieur. Alors effectivement, ce soir, on ne va pas passer toutes ces fiches en revue, on va plutôt dérouler le petit livret et quelques fiches qui vont pouvoir être associées à certaines recommandations qu'on a fait dans ce petit livret. Alors, la première page du livret va vous expliquer pourquoi il est nécessaire effectivement de se préoccuper de ces différentes substances que nous générons dans nos lieux de vie par nos activités humaines, quand on fait du ménage, quand on utilise des produits d'hygiène, quand on fait un peu de bricolage, mais aussi quand on va acheter du mobilier, quand on va activer sa ventilation ou son climatiseur, et quand on va faire des menus travaux effectivement de rénovation chez soi. Effectivement, les jeunes enfants sont beaucoup plus exposés que les adultes, parce qu'en fait, ils sont en plein développement et leurs organes d'élimination sont encore immatures.
ils respirent plus vite et inhalent plus de polluants. Ils boivent et mangent plus par kilo de poids corporel. Ils sont actifs près du sol et ils explorent leur environnement par le main-bouche. D'où la nécessité d'identifier toutes ces différentes sources d'exposition, ce que nous allons voir tout de suite après, dans cet outil, mais aussi de comprendre comment se maintenir en bonne santé avec ce schéma qu'on vous propose, construire sa santé. La santé, c'est la somme de différents facteurs sur lesquels nous allons pouvoir agir ou non. Ce schéma vous montre qu'au fur et à mesure que nos expositions chroniques, on peut dépasser effectivement un seuil qui est ici manifesté par la ligne rouge que vous voyez entre ici en bas en vert un état de bonne santé et en rouge un état de maladie, mais on pourrait dire déjà un inconfort ou une gêne et ça peut éventuellement basculer vers une maladie. Bien sûr, on ne va pas pouvoir agir sur certains facteurs, tels que les facteurs génétiques ou l'âge, mais en étant averti de toutes ces substances préoccupantes, de toutes ces pollutions qu'on génère donc involontairement dans nos lieux de vie, eh bien, on va pouvoir limiter l'exposition à ces différents polluants et ainsi construire sa santé dès le plus jeune âge. Évidemment, chacun va choisir sur quel facteur il va pouvoir agir en priorité parce qu'on se rend bien compte qu'un polluant en moins, c'est une chance en plus pour rester en bonne santé. Nous allons maintenant identifier ensemble les différentes sources de polluants qu'on peut retrouver à l'intérieur et notamment parler des perturbateurs endocriniens, des substances qui sont encore mal réglementées, qui sont très problématiques. Alors, les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est? Ce sont des substances qui peuvent imiter, qui peuvent bloquer ou perturber la production des hormones. Ils ont des effets, il y en a à peu près 800 dans notre environnement quotidien. Ils ont des effets sur la santé, on en a listé quelques-uns, donc sur la reproduction, avec la baisse de la fertilité. Je pense que là, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années, la puberté précoce, aussi des malformations génitales, sur le métabolisme, sur effectivement d'autres aussi, ça peut aussi induire ou provoquer d'autres troubles tels que des cancers, etc. Bon, on ne va pas détailler la liste ici, ce n'est pas le but. En tous les cas, c'était seulement pour vous indiquer que ce sont des substances avec des mécanismes qui sont inhabituels, c'est-à-dire qu'à des faibles doses, ces substances sont plus actives que des fortes doses. Deuxième point important à retenir, c'est la période d'exposition et non la dose qui est importante. Donc, attention, pendant la période fœtale, les nourrissons ou les jeunes enfants sont beaucoup plus sensibles à toutes ces substances. Troisième point, leurs effets peuvent être différés dans le temps, c'est-à-dire que ça peut être des générations futures pour lesquelles ces impacts sur leur santé vont se développer. Et puis, le dernier point, ce sont les effets cocktails. Donc, c'est-à-dire que les effets vont se combiner, des différentes substances vont se combiner et ça va dépasser l'addition d'un effet d'une substance. Donc, ça ne fait pas 1 + 1 = 10, mais ça peut faire, ça ne fait pas 2, pardon, ça peut faire 10 ou 100. Voilà. Donc, c'est très important de se rappeler effectivement ces mécanismes qui sont assez inhabituels. On retrouve ces perturbateurs endocriniens dans différents produits de notre quotidien. Alors, ici, sur la droite, on va faire référence à la fiche sur les additifs. Donc, à chaque fois, vous voyez qu'on a donné sur votre petit livret les informations essentielles et vous allez pouvoir approfondir donc, ces questions en vous référant à la fiche correspondante. Donc, c'est par exemple, dans les produits et emballages alimentaires, vous allez retrouver des conservateurs ou des antioxydants. Vous voyez que la liste est longue. Donc, on va retrouver, ils vont pénétrer effectivement, ces substances peuvent pénétrer donc, par la voie digestive, essentiellement l'alimentation, donc avec ces conservateurs et ces antioxydants. On va
retrouver aussi ces perturbateurs endocriniens dans les contenants, hein, notamment les phtalates, dans les emballages et les ustensiles de cuisine. Donc ici, et également dans les plastiques rigides avec le bisphénol A, cette petite substance que vous connaissez toutes, je pense, puisque c'est une des substances qui permettait de rigidifier le plastique et de le rendre transparent, donc identique au verre et résistant. Et donc, cette substance a été interdite en France dès 2011 et maintenant dans les biberons, hein, et depuis 2015 dans tous les contenants à contact alimentaire. Donc, ici, dans cette fiche attention au plastique, vous allez pouvoir identifier ces substances qui sont, vous le remarquerez, soit en orange, soit en rouge. Il n'y a pas de petit logo vert, hein, qui pourrait nous indiquer effectivement que le plastique n'est pas, n'est pas un problème. Donc, on peut dire de façon générale que tous les plastiques sont instables et donc il faudrait essayer de limiter leurs usages. Notamment, et ici vous remarquerez en bas, il y a des recommandations qui sont importantes au sujet de l'usage de ces contenants en plastique, d'éviter de chauffer des aliments et des boissons dans un récipient en plastique, surtout quand l'aliment est liquide ou gras, surtout si le récipient est usé ou abîmé, et surtout au micro-ondes, parce que effectivement la chaleur va altérer de façon prématurément le plastique et donc va pouvoir éventuellement laisser migrer des constituants, notamment ces fameux substances, hein, qui sont identifiées ici, du contenant dans les aliments. Voilà, donc ça, c'est les bonnes pratiques. Je sais qu'en tant qu'assistante maternelle, vous utilisez très, très, très fréquemment le micro-ondes. Donc, en fait, il ne s'agit pas, bien sûr, de l'interdire, mais d'avoir un bon usage. Donc, déjà, peut-être aussi, on verra ensemble, c'est quelque chose qu'on fait passer très, très souvent aussi dans les ateliers, c'est-à-dire de augmenter donc le temps et de diminuer la puissance de votre micro-ondes pour permettre effectivement un réchauffage plus doux, hein, et donc et aussi évidemment de transvaser notamment, hein, les aliments qui sont dans des parquettes en plastique, dans des contenants en verre, dans des contenants qui sont beaucoup plus stables, comme le verre ou la porcelaine, avant de les mettre au micro-ondes. Voilà ce qu'on pouvait dire éventuellement pour ces plastiques, hein. Donc, je vous rappelle que les phtalates, ils servent à assouplir, hein, toutes sortes de plastiques, et puis que, bien sûr, vous l'indiquez ici, certains phtalates ont été effectivement limités dans les jouets, hein, mais il y en a encore d'autres. Et puis, le fameux, ici, bisphénol A, vous le retrouvez en fait, enfin plus maintenant, hein, mais attention aux très 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 vieux biberons, ce qui serait quand même étonnant depuis quand même 2011 qu'il en circule encore, mais bon, voilà. Donc le bisphénol A se retrouve vous le retrouverez plus tard, pardon, dans la fiche périculture, et on verra aussi les bonnes pratiques. Alors, où on retrouve encore les perturbateurs endocriniens? On va retrouver toujours dans tout ce qui est ustensiles de cuisine, les fameux composés perfluorés. Alors, on peut les retrouver dans tous les revêtements anti-adhésifs de type téflon, hein. Donc là, ce qui prévaut aussi, c'est toujours, hein, comme je viens de le dire, l'usure. Donc, si vous voulez garder votre ustensile à base de téflon, eh bien attention, quand il est usé, vous le remplacez. Sinon, vous pouvez aller vers des ustensiles, vous voyez, le fer, l'inox aussi, il existe aussi des poêles en inox, elles ne sont pas référencées ici, mais vous avez une graduation effectivement des matériaux les plus stables, hein, l'inox, la porcelaine, le fer, vers des matériaux les plus instables et par exemple l'aluminium ou le téflon. On retrouve les fameux aussi composés perfluorés, là, qu'on a mentionnés dans les emballages, puisqu'ils sont aussi, on va les retrouver également, pardon, dans les vêtements, hein, par exemple, sérigraphés avec des motifs plastifiés, non, pardon, pour les phtalates, excusez-moi. Pour les phtalates, hein, puisque ce sont des assouplissants de plastique, eh bien, on va les retrouver dans les vêtements donc à motifs plastifiés ou floqués. Donc, c'est pareil, hein, ce sont des vêtements qu'il faudrait limiter pour les tout petits, puisqu'ils peuvent les mettre en bouche, ils peuvent mâchouiller et avoir des micro-particules dans la bouche et les avaler.
Et on retrouve aussi les fameux composés perfluorés, hein, qui sont ici, PFOA, PFA, dans les vêtements imperméables ou tous ces vêtements techniques tels que les anti-taches, les antibactériens, etc., ou faciles d'entretien. Donc, dans cette fiche, donc s'habiller, vous allez retrouver les bonnes pratiques. Hein, donc, restons sur des vêtements simples, en fibre naturelle, en coton, ou même de la seconde main, bien sûr, éventuellement avec des labels. Le label Confiance Textile ou le label GOTS, tout ça, vous le retrouverez dans la fiche pour approfondir un petit peu cette thématique. Que retenir concernant l'environnement intérieur? Ici, dans cette fiche approfondie, vous allez retrouver toutes les sources que l'on peut retrouver donc dans nos environnements intérieurs. Mais en fait, il faut savoir que l'environnement intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'extérieur, contrairement à ce que l'on peut penser. Et donc, les choses très importantes à retenir, et bon, depuis la crise sanitaire, effectivement, on est assez rompu à l'exercice, donc faire de l'aération, donc le plus souvent possible. À l'heure actuelle, c'est recommandé toutes les heures. Jusqu'à présent, c'était 3 fois par jour, mais depuis un petit moment, c'est donc toutes les heures. Et comment effectivement avoir une aération efficace? Eh bien, le plus efficace, c'est le courant d'air. Vous voyez ici, dans la configuration de la même pièce, on va pouvoir renouveler l'air en 2 minutes par un courant d'air, en 10 minutes en ouvrant seulement une fenêtre, et il faudra 1 heure si on a une fenêtre juste en oscillobattant. On va bien vérifier que les portes ont bien 2 cm d'air dessous, ce qu'on appelle le détalonnage, qu'on ne met pas non plus de boudin en bas de porte, justement pour faciliter la circulation de l'air. Et donc, on va faire au moins un courant d'air 3 fois par jour, mais donc maintenant une fois par heure. On va, deuxième poste très très important aussi, c'est d'entretenir régulièrement les systèmes de ventilation ou de climatisation, donc en dépoussiérant donc les accès, donc ce soit les bouches d'extraction ou les bouches d'entrée d'air, dans les fenêtres. Et puis, la chose aussi, la dernière chose qu'on a voulu effectivement surtout vous signifier, c'est d'éviter les aérosols de parfums et d'insecticides, parce que ce sont des pourvoyeurs de micro-gouttelettes. Quand on utilise un aérosol, il y a cette spécificité-là. Et ces micro-gouttelettes vont effectivement pouvoir pénétrer assez profondément dans vos poumons. Que ce soit des parfums d'ambiance, que ce soit des désinfectants ou que ce soit des aérosols pour des insecticides. Voilà. Donc, on va revenir vers des choses assez simples et par exemple aussi la terre du diatomée ou pour les moustiques, les fameuses moustiquaires. Alors, maintenant, les points importants à retenir autour de l'hygiène. La première chose, et c'est vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu pas mal de webinaires là-dessus, autant pour les assistantes maternelles que pour les particuliers. On a pas mal, effectivement, discuté de la nécessité de nettoyer ou désinfecter. Donc, je pense que vous avez bien retenu qu'il était nécessaire de nettoyer avant tout, avec un détergent simple et avec, si possible, le label EcoCert détergent que vous voyez ici sur la fiche. Et deuxième chose, rincer à l'eau. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des résidus de votre produit qui peut rester sur le sol. Et donc, vous avez bien en tête que les enfants sont très souvent au sol, comme on l'a vu tout à l'heure, et donc ils découvrent leur environnement par le main-bouche. Par contre, si vous devez effectivement désinfecter, vous allez uniquement désinfecter les zones à risque et vous allez donc nettoyer puis désinfecter avec un désinfectant virucide et surtout, après un temps de pause, rincer à l'eau. On va encore une fois éviter les sprays. Et puis, on vous a fait une petite mention sur le vinaigre blanc qui est souvent très utilisé par les assistantes maternelles. Et en fait, c'est un excellent détergent, un fongicide, mais ce n'est pas effectivement ni un détergent, ni un désinfectant. Et dernier point, sur la javel, qui est aussi souvent utilisée,
Alors, on va utiliser sans le mélanger à d'autres produits parce qu'il peut faire effectivement produire des dégagements très toxiques. Et on va utiliser donc de façon dans de l'eau froide avec de l'eau de javel à 2,6% de chlore actif avec 4 volumes d'eau. On va vraiment faire le temps de pause requis de 15 minutes et rincer à l'eau claire. Et surtout, on n'utilise pas ces fameux galets parce qu'il y a des adjuvants et ils n'ont pas du tout la concentration de 2,6 de chlore actif. Ça, c'était pour une petite précision. Ensuite, pour le lavage des mains des enfants, on vous a effectivement informé que les gels hydroalcooliques ou les solutions hydroalcooliques ne sont vraiment pas adaptées à ces jeunes enfants. Et comme le Covid, effectivement, a une enveloppe lipidique qui va donc se dissoudre avec du savon, on va utiliser en priorité un savon, que ce soit un savon dilué à poussoir ou un savon solide, en faisant bien attention, effectivement, de bien le rincer avant de le reposer sur son support. Et puis, on va essayer de privilégier un savon labellisé. Pour l'adulte, idem, voilà, à part effectivement quelques cas. Et à ce moment-là, si on utilise un gel hydroalcoolique, eh bien, on va faire attention qu'il ait entre 60 et 70% d'alcool. Pour le linge, on va effectivement privilégier donc une température, plutôt la température à un cycle long, plutôt que d'aller vers une lessive désinfectante ou antibactérienne. C'est absolument pas nécessaire. Donc, on reste les bonnes pratiques sur des lessives sans parfum, si possible, à base de savon de Marseille, et si possible avec un label, l'écolabel européen, ou éventuellement un label un peu plus performant, l'EcoCert, éco-d'intergence. Et puis, on verra ensuite pour les jouets, on a une fiche spéciale pour les jouets, donc je passe, et on complète effectivement donc cette fiche avec une des pages du livret où on a repris effectivement toutes ces informations. Et on voulait simplement vous dire qu'il y avait 2 grandes familles chimiques qui étaient très problématiques dans justement les produits d'hygiène. C'était les parfums, dont 26 allergènes sont réglementés, mais également les conservateurs dès qu'effectivement on n'a plus un produit solide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va privilégier des solutions simples, mais aussi des produits labellisés si possible, qu'on trouve maintenant très très facilement dans les grandes surfaces. Et on va aussi rincer le plus possible, parce qu'avec les tout petits, eh bien, moins on utilise de produits et mieux c'est. On passe maintenant, toujours pour rester dans l'hygiène, mais au change de bébé. Et là, vous avez, pour approfondir, donc une des 4 fiches, puériculture du livret, donc les fiches violettes. Donc, pour le change, on va bien sûr utiliser soit une serviette sur le matelas en plastique, ou encore mieux, eh bien, on va mettre une housse en coton qu'on va pouvoir facilement laver. Si on doit effectivement laver le tapis de change, bien évidemment, on va le laver avec un savon labellisé, on va rincer et sécher. Ou une fois par jour, on va utiliser un nettoyant désinfectant en ce moment, puisqu'effectivement, on est en période d'épidémie, en laissant toujours le temps de contact requis par le produit et en rinçant. Voilà. On va également éviter des sprays, toujours pour la même raison, parce qu'effectivement, ça peut propulser des petites particules et aussi donc entrer être respiré par les enfants. On vous informe aussi qu'il faut vraiment bien ventiler quand on fait le ménage ou quand on utilise aussi ces produits lors du change de bébé. Et donc, dans la fiche puériculture, eh bien, on va éviter, tout à l'heure je disais que les parfums, il faut vraiment, ce sont des substances très, très irritantes, très, très allergisantes, et on va donc limiter ce genre de produits que sont les lingettes, qui sont bien souvent très parfumées et que l'on ne va pas rincer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, maintenant, on va passer à la dernière phase, dernière petite page, sur la nourriture, sur nourrir bébé, on a nommé nourrir bébé, avec quelle eau on va utiliser pour préparer effectivement le biberon.
Eh bien, on peut utiliser très très facilement l'eau du robinet. On n'est pas toujours obligé d'utiliser une bouteille. Si donc l'eau du robinet est tout à fait, comment dire, analysée quotidiennement, et donc on peut très bien l'utiliser pour faire le biberon en laissant effectivement couler l'eau quelques minutes avant de remplir le biberon, qu'on fera de plus en plus. Effectivement, les préconisations, c'est de la température ambiante. On n'utilise pas d'eau suivie d'une filtration, que ce soit une carafe filtrante ou éventuellement un autre traitement. Et puis, on vous a effectivement fait une petite mention sur les anciennes installations, les canalisations en plomb qui peuvent avoir un risque de saturnisme, cette maladie qui est liée au plomb. Dans ces cas-là, effectivement, on va peut-être à ce moment-là utiliser de l'eau en bouteille. Et donc, cette eau en bouteille, on va la conserver 24 heures, on va la garder au réfrigérateur. Et pour ce qui concerne le contenant, on vous a fait une petite mention ici de privilégier bien évidemment les biberons en verre ou en inox, comme on a pu le voir précédemment par rapport à la problématique des plastiques. Et surtout, si les parents veulent, puisque c'est eux qui vous fournissent effectivement les contenants, si les parents veulent garder un biberon en plastique, attention à le changer dès qu'il est usagé. Petite chose aussi, peut-être information à transmettre aux parents ou même pour vous, qui avez peut-être peur de casser très régulièrement des biberons si vous avez du carrelage chez vous. Il existe des petites enveloppes en silicone que l'on peut mettre autour du biberon en plastique et qui permettra que lorsque celui-ci tombe, il ne se cassera pas. Voilà, on les trouve encore, je pense, facilement sur des sites, peut-être un petit peu plus maintenant dans les magasins de puériculture. Alors, dans quelle vaisselle on va donner le repas? Bon, mais effectivement, on vient de voir que les biberons, on va privilégier le verre, mais pour les autres contenants, eh bien, il y aura aussi l'inox et la porcelaine. Alors là, vous pouvez vous référer à la fiche manger, donc la seconde fiche puériculture, où effectivement, on vous dit qu'il faudrait limiter effectivement les vieux bols de robots mixeurs, puisqu'on l'a vu, ils peuvent encore continuer, s'il est vraiment antérieur à 2011, il peut contenir effectivement du bisphénol A. Donc, on va limiter tous ces contenants-là et on va privilégier, bien sûr, les biberons en verre, les bols mixeurs en verre. Il n'y en a pas énormément, c'est vrai, mais par exemple aussi, pour faire quotidiennement le repas de bébé, les parents pourraient peut-être utiliser aussi cette petite fleur en inox qui permet de mettre ça dans une casserole et pas forcément d'acheter un appareil un peu plus cher. Pourquoi utiliser un robot spécial pour bébé alors qu'on peut faire aussi des choses de façon plus simple? Alors, on l'a dit qu'on va, au niveau du réchauffage des aliments, je vous en ai parlé tout à l'heure, et donc du bon usage du micro-ondes. On voulait aussi vous alerter sur la vaisselle en bambou qui a effectivement remplacé progressivement la vaisselle en plastique ou en mélamine. Mais n'oubliez pas que cette vaisselle en bambou, elle est aussi fabriquée à partir d'une poudre de bambou et une résine de mélamine, et que donc cette résine n'est pas très stable et elle peut se libérer à force d'être chauffée et à force d'usure, puisque quand on passe très souvent ces ustensiles dans le lave-vaisselle à forte température, effectivement, ça vient dégrader assez prématurément les revêtements et donc ça peut après se libérer dans les aliments. Donc, restant sur des choses simples avec ces fameux matériaux cités ci-dessus. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on peut aussi vous conseiller? Eh bien, de manger, si possible, de saison, local et bio. Je pense que ce sont des messages qui sont entendus depuis de nombreuses années maintenant. Et pour faire effectivement diminuer les pesticides que nous allons ingérer via les fruits et légumes, qui ne seront pas en agriculture biologique. De toute façon, qu'ils soient bio ou non, eh bien, il faut bien évidemment toujours éplucher, laver et éplucher donc les fruits et légumes avant de les consommer. Sur cette fiche, la quatrième, effectivement,
effectivement de la série sur les contenants et les aliments, vous allez retrouver la concentration en pesticides dans les fruits et légumes. Et vous voyez qu'effectivement, la pomme, hein, qu'on a l'habitude de donner très, très souvent aux tout petits, que ce soit en compote, elle est placée quand même un petit peu loin dans cette liste. Donc, on peut peut-être se poser la question que peut-être pour un fruit ou un légume qu'on consomme très régulièrement, si on ne l'achète pas en bio, de plutôt l'acheter en bio ou en agriculture raisonnée pour limiter effectivement l'entrée de tous ces pesticides dans notre corps. Et dernière fiche maintenant de votre petit livret qui suscite souvent beaucoup de questions au niveau effectivement du jeu. Donc, on a effectivement souhaité vous faire connaître, bien sûr, le petit mini-guide de WCF qui existe déjà depuis de nombreuses années sur les jouets donc les substances toxiques. Vous allez retrouver la liste effectivement de toutes les substances qu'on peut retrouver et les bonnes pratiques à avoir. Mais tout récemment aussi, dans notre région, effectivement, l'agglomération de Tulle a publié ce petit fascicule qui s'appelle Jouer tout naturellement, que vous pouvez télécharger en ligne et qui donne des recettes qu'on a reprises, certaines, par exemple la pâte à modeler maison. Et on a quand même voulu vous alerter sur des produits, enfin de loisirs créatifs que vous pourriez éventuellement faire à la maison. Donc attention, parce que certains ingrédients que vous pouvez utiliser peuvent être allergènes. Donc notamment ne pas utiliser d'huile essentielle, ne pas utiliser aussi certains colorants alimentaires. Est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir une couleur dans une pâte à modeler qu'on aura fait avec les enfants? Je pense qu'eux, ils ont surtout envie de malaxer. Et donc, voilà, vous allez retrouver des bonnes idées dans ces guides-là et également dans des recommandations dans les 2 dernières fiches donc, de votre livret sur jouer et s'éveiller, où on va effectivement, encore une fois, vous faire la recommandation de peut-être limiter tous ces jouets parfumés, des jouets en plastique avec du PVC, bien sûr les jouets qui ont une forte odeur aussi de plastique. Donc, on va vraiment éviter. Puis, on va revenir vers des choses en tissu, en laine, des doudous, des jouets en bois brut, des jouets aussi où il y a une mention sans phtalate et sans PVC, sans bisphénol A. C'est indiqué de plus en plus sur certains jouets. Dernière recommandation sur justement l'usage. Alors, ça, c'est pas pour vous, mais c'est plus à relayer peut-être aux parents. Pas d'écran avant 3 ans, ça c'était déjà effectivement le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui le mentionnait. Et on a effectivement aussi souhaité vous parler de cette propension à rester devant les écrans dès le plus jeune âge, puisqu'il y a déjà 5000 études internationales qui parlent de retard de langage et cognitive motricité chez les tout-petits. Donc, il y a le pédiatre, Lise Ducanda, qui a fait un sacré travail de communication là-dessus. Elle vient d'écrire un livre et elle dit quand un écran s'éteint, un enfant s'éveille. C'est-à-dire qu'une fois que les écrans sont supprimés, le cerveau et le corps se reconnectent avec tous leurs sens au monde réel. Et donc, voilà, on peut tout à fait effectivement avoir une réversibilité des effets quand il y en a. Et donc, privilégier effectivement le jeu, bien sûr, que de mettre devant les écrans, ce que vous faites effectivement quotidiennement dans votre pratique en les emmenant aussi dehors. C'est vrai que j'avais oublié de mentionner cela, mais la Covid, pendant cette période, on en a beaucoup parlé. Et vous avez la chance, par rapport aux accueils en crèche notamment, de pouvoir sortir les enfants quotidiennement et des longs moments. Et ça, effectivement, c'est la meilleure des pratiques. Pour l'entretien, on vous a remis les recommandations relatives à la Covid. Limiter le nombre de jouets en faisant une rotation pour effectivement limiter les lavages. Éliminer les jouets qui ne peuvent pas se nettoyer. Laver bien sûr à 60 degrés et bien sécher tous les jouets qui peuvent être lavés, tous les jouets en tissu. Et quand on va laver effectivement les jouets, on va les tremper avec un nettoyant ou un nettoyant désinfectant. On va bien rincer et surtout bien sécher pour éviter
développement des bactéries. Vigilance usure, on en a parlé pour les produits, effectivement, pour les contenants alimentaires, mais ça prévaut pour les jouets. Donc attention à tous ces jouets en plastique souple notamment, et donc les remplacer quand ils sont usés. On va aussi privilégier les tapis d'éveil en tissu plutôt que ceux en mousse, toujours pour les mêmes raisons, l'usure, le piétinement, etc. On peut décrocher des microparticules. Alors, vous allez retrouver des compléments d'informations sur le site de WCF. Il y a énormément de choses. Prenez le temps. Vous y retrouvez bien sûr ce fameux livret. Si pour l'instant, vous n'avez pas eu le temps, effectivement, la possibilité de le récupérer en papier. On sait qu'effectivement, il y a certains retards de la part de certaines ARS. Et vous avez aussi le site 1000 premiers jours, dans lequel vous avez aussi beaucoup d'informations. Une application qui a été donc réalisée en collaboration avec la mutualité Pays de Loire, où on retrouve aussi quelque chose d'assez intuitif, c'est pas mal fait du tout. Et puis, comme je vous disais, pour télécharger votre pochette, soit sur notre site, soit sur le site de la Nouvelle-Aquitaine, avec sur l'onglet donc santé environnement. Et pour récupérer votre pochette papier, si toutefois vous ne l'avez pas encore eue, eh bien vous pouvez vous adresser à votre PMI, à la CAF ou votre relais petite enfance et éventuellement à votre délégation départementale de l'ARS qui normalement les a tous reçus pour pouvoir les mettre à disposition donc à votre disposition via soit votre relais, soit la CAF, soit les PMI. Et si vous voulez assister à un atelier nesting dont vous a parlé Émilie en début de soirée, eh bien, vous pouvez effectivement vous adresser à vos interlocuteurs institutionnels, soit contacter la maternité la plus proche de chez vous, puisque ces ateliers sont dispensés depuis maintenant 2016. Maintenant, à l'heure actuelle, dans toutes les maternités de la Nouvelle-Aquitaine, il y a au moins une animatrice nesting certifiée qui peut proposer cet atelier, pas seulement aux futurs parents, ils sont ouverts à tous normalement. Et donc, pour cela, vous pouvez vous inscrire via le site de WCF France qui s'affiche donc sur cette diapositive. Voilà, je vous remercie pour votre engagement dans cette sensibilisation et puis pour votre présence ce soir. Et je laisse maintenant la parole, on a pris un petit peu de retard, pour les questions et les réponses. Merci beaucoup, Olga. Alors, il y a eu pas mal de petites questions très intéressantes dans le chat. Donc, je vous propose peut-être qu'on y réponde, à moins que quelqu'un souhaite intervenir avant. Non? Alors, on va peut-être reprendre depuis le début. Des questions... Il a été question plusieurs fois des appareils à vapeur, donc je pense qu'on va pouvoir aussi revenir dessus. J'essaie de remonter, mais ça redescend très vite. Voilà, il y a eu quelques réponses qui ont été données en ligne, mais pas toutes. Donc peut-être qu'on commence par le nettoyage à la vapeur, qui paraît être quand même une solution assez intéressante. Donc il y avait une question. Les appareils à vapeur, vous en pensez quoi pour nettoyer toutes les surfaces? Et puis, par la suite, donc on avait Gwenaëlle qui avait un dilemme depuis l'arrivée du Covid et un problème de nettoyage des jouets en bois. Alors justement, on a redonné les consignes. Donc, il arrive tout simplement qu'on n'ait pas besoin forcément de nettoyer et d'utiliser un désinfectant, mais tout simplement de mettre en quarantaine le jouet, c'est-à-dire 48 heures dans un coin. Avant de redonner le jouet, mais peut-être que Olga, tu veux redonner des infos sur le nettoyage vapeur? Alors, le nettoyage vapeur, tout dépend. Si c'est visiblement, c'est pour les jouets, parce que là, j'étais en train de lire, oui, les jouets, c'était spécifiquement pour ça. C'était, voilà. Non, pas que pour les jouets, c'était aussi pour toutes les surfaces. Alors, pour toutes les surfaces, c'est vrai que c'est très bien pour toutes les surfaces, qui sont inertes, c'est-à-dire carrelage, des choses. Mais attention, si vous avez un revêtement, bien sûr, en bois, par exemple, qui va être verni,
bien souvent, même si c'est un vernis en usine, etc. À la longue, effectivement, il peut y avoir, à mon sens, une dégradation de ce vernis et peut-être donc un relargage des produits constitutifs du vernis. Ça vaut aussi pour les revêtements de sol souple que communément on appelle linoléum et qui n'en sont pas bien souvent, puisque ce sont plutôt des revêtements à base de PVC, donc de polychlorure de vinyle, et donc dans lesquels c'est un revêtement souple. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ça peut contenir des fameux phtalates qui sont perturbateurs endocriniens, et ces phtalates, on ne sait pas trop dans quelle mesure ils ne vont pas être réintroduits dans l'air et donc constituer une pollution. Voilà. Donc je dirais que plutôt quand on n'est pas sûr du revêtement de sol qu'on a, peut-être utiliser plus volontiers donc une microfibre, c'est vrai que ça se développe énormément aussi, je ne sais pas si vous les utilisez, mais des microfibres qui ont une caractéristique très particulière et donc un tissage très particulier qui permet d'accrocher vraiment toutes les salissures. Et on a des expériences ici en Nouvelle-Aquitaine, ou notamment à l'hôpital de Guéret depuis plusieurs années. Donc, et depuis la Covid, effectivement, ils utilisent ces microfibres pour nettoyer l'hôpital. Donc, la maison, c'est pas l'hôpital, donc vous imaginez bien qu'on peut utiliser donc ce genre de produit plutôt que d'avoir effectivement cet appareil vapeur. Voilà, moi je serais un petit peu vigilante. Par contre, effectivement, c'est très bien au sujet pour tout ce qui est virus, bien évidemment, et celui de la Covid, mais attention à quel revêtement sur lequel vous allez passer cet appareil-là. Voilà. Voilà. Et puis je pense qu'on peut peut-être reparler quand même si tu l'as bien décrit aussi dans les fiches hygiène, où cette information elle est quand même reprise, mais quand même insister sur le fait que concernant le coronavirus SARS-CoV-2 auquel on est confronté en ce moment, bien se rappeler que les détergents, les dégraissants, donc tout ce qui va nettoyer est efficace contre ce virus. Ce n'est pas forcément le cas pour tous les virus, mais celui-là, il se trouve qu'il a des spécificités qui le rendent sensible à la détergence et au dégraissant. Donc voilà, il a une enveloppe lipidique qui est sensible au détergent. Donc un savon est efficace pour désactiver ce virus en fait. C'est quand même important de le rappeler, donc ça veut dire que ce n'est pas absolument nécessaire de tout désinfecter tout le temps, qui a été beaucoup le cas au début, y compris les rehues, y compris des choses complètement saugrenues. Donc, bien se rappeler qu'un lavage au savon de base est très, très efficace pour éliminer des traces de virus qui pourraient être là. Voilà, c'était juste, je voulais insister là-dessus parce que souvent, on a tendance à aller vers le tout désinfection dans ces périodes. Là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément justifié. Tout à fait. Vraiment, la fiche autour de l'hygiène vraiment a été conçue pour ça, pour rappeler toutes les bonnes pratiques en période épidémique et notamment avec le virus du Covid, du SARS-CoV-2, effectivement. Voilà. Ensuite, on avait à nouveau des petites questions autour de l'eau. En fait, l'eau du robinet est-elle utilisable dès la naissance pour la préparation des biberons? Ou encore, que pensez-vous de l'eau des carafes filtrantes? Donc, tu l'as mentionné en lisant la recommandation qui est présente dans le dépliant, dans le livret. Donc, peut-être redonner les infos là-dessus. L'eau du robinet peut-elle être utilisée dès la naissance? A priori, oui. Du moment que le bulletin d'analyse est correct. C'est des informations qu'on retrouve en général sur sa facture d'eau ou qu'on peut demander en mairie. Oui, et puis il y a les analyses effectivement de l'ARS qui sont donc jointes à la facture. Donc on peut effectivement contacter sa mairie pour avoir effectivement le relevé d'analyse. Et normalement, effectivement, cette eau, elle est tout à fait appropriée dès la naissance. Voilà. Donc, sauf effectivement le cas mentionné dans le petit livret, où une canalisation ancienne, on ne saurait pas trop, et donc par précaution, effectivement, on va utiliser l'eau du robinet, l'eau en bouteille, pardon. Mais vraiment, la préconisation de base, c'est vraiment d'utiliser l'eau du robinet.
Voilà. Avec, effectivement, en faisant couler l'eau suffisamment, quand on ne s'est pas servi de son robinet pendant quelques jours, ça c'est sûr qu'il faut le faire couler longtemps. Si c'est quelques heures, de toute façon, quand on fait le biberon, on laisse couler quand même une petite minute pour s'assurer effectivement que l'eau qu'on va utiliser est... Et c'est vrai qu'il y avait une question justement dans les questions relevées de webinaire du mois de décembre. Effectivement, une assistante maternelle aussi était un peu interpellée par le fait de cet usage de l'eau du robinet et non pas de l'eau en bouteille systématiquement. Voilà. Donc, je pensais effectivement en reparler. Voilà, l'eau du robinet, elle est vraiment contrôlée à un niveau très, très, très élevé quotidiennement. Donc, c'est presque plus, voilà, c'est presque plus sûr presque qu'une eau en bouteille, quoi. Parfois. Oui, parce que n'oublions pas que l'eau en bouteille, c'est un contenant plastique. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit. On ne sait pas comment, effectivement, elle est stockée à la lumière, à la chaleur, hein, donc l'été. Et donc, il peut y avoir une dégradation, effectivement, un peu prématurée de ce plastique. Et pourquoi pas, bon, c'est sûr qu'il faudrait faire des analyses, une migration, effectivement, de ces constitutifs du plastique dans l'eau. Voilà. Bon, ce qui ne se produit pas, effectivement, avec l'eau courante, hein, de l'eau du robinet. Voilà. Donc, une vigilance quand même sur les régions un peu problématiques, hein, où il peut y avoir des contaminations, des pollutions ponctuelles, etc. C'est sûr que l'eau du robinet n'est pas parfaite, mais celle des bouteilles non plus. Hein. Voilà. Donc, voilà. Il faut trouver le juste milieu. Concernant les carafes filtrantes, donc il y a eu un joli petit échange sur le chat, donc avec une autre collègue assistante maternelle qui a donné des informations, voilà, sur le fait que l'eau des carafes filtrantes n'est pas recommandée pour les biberons, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de cas de prolifération bactérienne liés à un mésusage en fait de la carafe, un remplacement trop tardif de la cartouche par exemple, mais aussi en effet la température qui peut être trop élevée. Normalement, les carafes filtrantes devraient être systématiquement traitées pour filer. C'est souvent pas le cas. Voilà, on a tendance à laisser la carafe sur le plan de travail. Donc là, c'est pas forcément une bonne idée. Oui, à minima, pour les personnes qui utilisent effectivement ces carafes, en faisant bien attention, mais vraiment la précaution de base, c'est de la garder au réfrigérateur, déjà. Vraiment. Alors, je descends. Ah oui, tiens, ça va nous permettre de refaire un petit point aussi sur le vinaigre blanc. Alors, il semble avoir entendu que le vinaigre blanc n'est pas forcément un désinfectant. Alors, ce n'est pas qu'il n'est pas forcément un désinfectant, c'est qu'il n'est pas un désinfectant. Voilà, sur la fiche produit ménager, il est indiqué « Je préfère », oui, dessin du vinaigre blanc. Alors, vraiment excellente question. Donc, on va refaire un éclaircissement sur le vinaigre blanc, qui en effet n'est pas un désinfectant. Donc, on va préférer le vinaigre blanc pour nettoyer, mais pas pour désinfecter. Donc, le vinaigre blanc, et là, en période de pandémie Covid, c'est particulièrement important d'être bien clair là-dessus. En effet, le vinaigre blanc est un excellent détartrant, un excellent désodorisant, un bon antifongique. Il est même classé dans les phytosanitaires autorisés en agriculture biologique pour cette spécificité. Mais il n'est pas désinfectant, il ne contient pas suffisamment d'alcool pour être virucide ou bactéricide. Donc, pour être virucide, il faudrait qu'il contienne au moins 70% d'alcool, ce qui n'est pas le cas. Un vinaigre blanc, il est plutôt autour de 10 degrés, 14 éventuellement quand c'est du vinaigre ménager, mais pas beaucoup plus que ça. Donc clairement, il n'est pas suffisamment alcoolisé pour être désinfectant. Cependant, il est intéressant de continuer à l'utiliser pour les autres usages dont on vient de parler. La question ultime, c'est est-ce que c'est nécessaire de désinfecter tout et systématiquement? Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la problématique de la désinfection ou du nettoyage. Non, ce qui est particulièrement important, c'est de nettoyer. D'ailleurs, on ne désinfecte pas une surface sale, on peut désinfecter qu'une surface qui est préalablement nettoyée. Donc, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc, pour le vinaigre blanc, plein de qualités pour ce produit, bien entendu. Mais attention, il n'est pas désinfectant et il n'est pas non plus un détergent, puisqu'il ne dégraisse pas. Donc, on ne peut même pas l'utiliser en lieu et place d'un savon de Marseille, par exemple. Il n'aura pas du tout le même effet sur le Covid, typiquement. Hein,
Là, ce qui est recherché dans un savon ou une lessive, etc., c'est le côté détergent dégraissant qui est actif sur le virus. En revanche, le vinaigre blanc, lui, il n'est pas dégraissant, donc il n'a pas beaucoup d'intérêt pour le Covid, en tout cas. Est-ce que c'est plus clair? Oui, ça vous paraît... Voilà, donc ça c'est fait. Et là, il y a une Evelyne qui dit: vous préconisez des biberons et récipients en verre ou porcelaine, mais comment faire quand les parents fournissent des biberons en plastique ou assiettes plastiques avec le repas? Alors justement, le fait d'avoir assisté peut-être à ce webinaire, ça vous donnera quelques petites billes pour essayer de faire passer les messages, hein, de dire ce qu'on a vu ensemble, effectivement, qu'il y a ces petites enveloppes silicone, hein, qu'on trouve, je pense, assez facilement maintenant pour justement éviter la casse, autant pour eux que pour vous. Et puis, le fameux, effectivement, au moins que l'assiette, s'ils veulent continuer à garder ou vous continuez l'assiette en plastique, que ce soit en mélamine ou en bambou, soyez vigilants à l'usure. Voilà. Donc, Voilà. dès que c'est usé, on remplace. Voilà. Ça peut déjà être une bonne pratique. Hein, voilà. Et puis, dans tous les cas, si vous avez une boîte en plastique avec le repas, vous transvasez dans une assiette avant de passer au micro-ondes, par exemple. Ou, voilà. Pas de réchauffage en du plastique, surtout pas. Ça, c'est sûr. Et puis, effectivement, hein, maintenant, vous avez la possibilité de les renvoyer vers ces petites fiches où il y a vraiment des dessins, où il y a des choses assez simples à montrer. Il existe plein de vaisselle en inox maintenant, qui est quand même extrêmement pratique, qui ne se casse pas, qui dure assez longtemps, même s'il y a des petites bosses dessus, ça fonctionne très bien. Et on peut trouver ça aussi dans les magasins de sport, hein, donc c'est les popotes de camping, etc. Alors attention, il y a beaucoup de choses en alu, en tout cas pendant longtemps il y en a eu beaucoup. En aluminium, donc ça c'est à éviter. Par contre, il y a de plus en plus maintenant de propositions en inox, donc que ce soit pour les gourdes, pour les assiettes, pour les tasses. Et là, on peut y aller gaiement, vous pouvez donner ça aux enfants pour jouer, il n'y a aucun problème, hein, et il n'y aura pas de casse. Concernant les microfibres, elles sont faites avec du pétrole, et oui, effectivement. Mais rien n'est parfait en fait. Ouais, exactement. On sera toujours sur un entre-deux, c'est rarement totalement parfait et acceptable, mais en tout cas, ça peut éviter d'utiliser beaucoup de produits chimiques liés à l'usage des produits ménagers. Donc, c'est quand même une solution intéressante de ce point de vue-là. Mais en effet, hein, c'est toujours un petit peu difficile. On choisit un peu son risque quelque part. Voilà. Donc oui, c'est une bonne question et en effet, c'est souvent, ce sont des produits synthétiques. Merci pour vos remerciements, c'est vraiment chouette. Ouais. La microfibre, on l'utilise avec quoi pour nettoyer les jouets? Avec de l'eau. Avec de l'eau, la microfibre. Voilà. C'est l'avantage, effectivement. Voilà. Éventuellement, un petit peu de savon. Voilà. Si on a besoin, s'il y a du sucre dessus, s'il y a des choses un petit peu collantes ou quoi, pourquoi pas un peu de savon de Marseille, ça peut être très bien. Tout à fait. Les eaux sont plus ou moins calcaires suivant les régions. Alors non, le calcaire, c'est pas mauvais pour la santé. Hein. Donc c'est mauvais pour les tuyaux, pour la tuyauterie, pour les machines à laver, mais pour nous, en général, c'est vraiment exceptionnel qu'on conseille à quelqu'un de consommer de l'eau vraiment, vraiment sans calcaire. Hein. C'est vraiment très exceptionnel. Donc le calcaire, ce n'est pas toxique. La microfibre antianémien et désinfectante, oui, absolument. Voilà, donc il y a eu des précisions qui ont été redonnées et ça, c'est quand même super. Alors, la gamme qui commence par un S et finit par OL, est-elle recommandée? Non. Non, pas du tout. Elle n'est pas recommandée. Elle n'est pas recommandée pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a besoin d'une lessive qui désinfecte? Non, on a besoin d'une lessive qui lave, même en période de Covid. Voilà, je crois que je ne vais pas plus loin, c'est assez clair, je crois. Attention, parce qu'on nous a complètement lavé le cerveau avec ces histoires de désinfection, déjà avant le Covid, mais alors depuis, ça s'est vraiment aggravé. Donc, ne cédez pas à la panique. Super désinfection partout, ça n'a pas de sens, vraiment.
au contraire. Et ceci dit, quand même, les discours ont évolué. En tous les cas, c'est vrai qu'on entend quand même de plus en plus parler. On connaît mieux effectivement ce virus. On sait que cette enveloppe lipidique, effectivement, permet l'usage d'un détergent classique et qu'on n'a pas besoin de désinfecter. Voilà. Et puis exposer les tout petits enfants à des produits biocides, donc tout ce qui va être désinfectant, à longueur de journée, c'est vraiment très délétère au niveau de la santé. Les enfants, eux, sont toujours à la recherche de virus, de bactéries et de microbes en tout genre pour construire leur immunité. Ce n'est pas pour rien que les enfants marchent à quatre pattes et mettent leurs mains dans leur bouche tout le temps. C'est qu'ils sont en train de construire leur microbiote qui lui-même est garant d'une bonne immunité. Donc vraiment, il faut les laisser lécher le chien, quoi. Il n'y a pas de problème. Le savon noir, oui, je vois, moi, le savon noir, effectivement, c'est un détergent. Il contient des tensioactifs, ce qu'on appelle les tensioactifs, et donc il va pouvoir effectivement détruire donc, les salissures et en même temps la fameuse enveloppe, notamment du SARS-CoV-2. Voilà, donc ça fonctionne bien. Donc, ça marche. Alors, il existe aussi alors attention au savon noir et savon noir, oui, c'est essayer d'acheter un savon noir le plus pur possible et là, vous pouvez vous appuyer sur le label, le label EcoCert que vous avez et que vous reverrez dans les fiches. Voilà. Effectivement, il y a des savons noirs où il y a très peu de savon noir et il y a beaucoup d'adjuvants dedans. Donc, soyez il y a des produits au savon noir et puis il y a le savon noir. Donc, méfiez-vous de ne pas vous faire avoir par la publicité et le greenwashing des fabricants. Donc, il y a à nouveau une question sur la propriété désinfectante d'un produit naturel. Alors bon, bien sûr qu'il y a des combinaisons, des synergies d'huile essentielle qui vont avoir des propriétés désinfectantes. Il en faut de grandes quantités, il faut des mélanges. On n'est pas très très sûr des effets autres qu'on pourrait avoir avec ce genre de mélange. Donc attention de ne pas jouer aux apprentis sorciers. Déjà, intégrer le fait qu'on n'a pas forcément besoin de désinfecter, c'est déjà beaucoup. On a la chance d'être avec une pandémie qui est sensible aux détergents, on l'a déjà dit. Donc, pourquoi chercher un produit naturel qui aurait une propriété désinfectante? On n'a pas forcément besoin. Par contre, il y a des produits désinfectants qui sont écolabellisés. Donc, si vraiment on est face à une épidémie de gastro-entérite dans une maison de retraite, évidemment que peut-être on va faire appel aux désinfectants, mais là, en l'occurrence, au niveau de votre habitat privé, il n'y a pas vraiment de raison de devoir tout désinfecter du sol au plafond, vraiment pas. Voilà. Au calcaire, système d'adoucisseur d'eau, donc oui, non, là, pas pour le biberon. Et pour la boisson, moi, je dirais non plus. Encore une fois, l'adoucisseur, il est super pour la machine à laver, pour nous, un peu moins. Qui dit calcaire dit minéraux, oligo-éléments, etc., etc. Donc tout ça, on en a besoin. Et un adoucisseur d'eau n'est pas conseillé pour la consommation d'eau de boisson. Je descends. Alors, il y a différentes marques de microfibres de bonne qualité. Donc, nous, on n'a pas vocation à vous dire telle marque ou telle autre. En général, oui, je pense que vous allez avoir quelque chose de correct aussi dans cette gamme-là. Donc, c'est les ventes à domicile. Souvent, il y a des bonnes choses. Souvent, elles sont un peu chères, mais bon, ça, c'est un choix. Voilà, écoutez, je ne sais pas si on a fait le tour de toutes vos questions. Il est 20h54, donc peut-être que vous êtes fatigués. On a un peu dépassé. On a un petit peu débordé, mais avec plaisir si ça a pu renseigner les unes et les autres. Et puis, écoutez, moi, je pense que c'est peut-être le moment pour Lucie de nous transmettre le petit questionnaire. Merci, Émilie. Oui, je le mets tout de suite dans le chat. Voilà. Donc, je vous invite toutes à cliquer dessus et à répondre aux quelques petites questions. Voilà, donc si vous voyez tout le lien, donc formoffice.com. Super. Écoutez, merci vraiment pour vos messages d'encouragement. C'est très sympa.
complète, je lis, qui complète ma formation d'asthma. Ouais. Beaucoup, donc c'est C'est vraiment chouette. très intéressant pour nous aussi d'avoir ces retours-là. Ouais. Et j'espère aussi ultérieurement pour savoir si vraiment cet outil est véritablement adapté. Oui, et puis vu le nombre de personnes connectées, je pense que le format, en fait, sur ces 3/4 d'heure, 1 heure, en milieu de soirée comme ça, c'est pas si mal. Ça Ouais, c'est vrai. impacte pas trop la journée et la soirée non plus. Donc, c'est pas si mal. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas de remplir le petit sondage. Bonne lecture, bon courage pour continuer vos activités d'assistant maternel. Et puis, voilà, on est là. Vous avez vu, il y a des sites, il y a toutes sortes de personnes en fait, qui peuvent vous répondre si vous avez encore des questions par la suite. Il y a des possibilités d'envoyer vos questions via le site de WCF. La Mutualité française propose aussi des tas d'activités. Je pense que vous êtes bien entourés en Nouvelle-Aquitaine en tout cas. C'est vrai. On a cette chance. Ouais. Mais bon, ça se diffuse, ça se distille quand même un petit peu. Heureusement. Oui, avec les années qui passent, là, on voit que Oui, ça voilà. évolue beaucoup. Encore merci à toutes pour votre présence ce soir. Et puis, sans doute, on se croisera dans des événements par ici ou par là. Et bonne continuation à toutes.